Bonjour, bonjour à tous. Je vois qu'il y a 4 participants connectés. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, pourquoi Alors, vous m'entendez bien? Ok, d'accord. Je vais essayer de partager quand même mon écran. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur notre session parentalité. Je suis Élodie Molossa, coach en développement personnel. Je suis en train de me connecter avec vous et faire en sorte qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Alors, est-ce que vous me voyez maintenant? Est-ce que vous me voyez? Parce que normalement, j'ai partagé mon écran. J'ai des petits messages. Oui, ok, j'ai dû partager mon écran pour que vous me voyez. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bienvenue, bienvenue à tous. Vous me voyez, vous m'entendez, c'est parfait. Je vais vous partager également un petit document pour voir aussi si vous le voyez. Hop. Nouveau partage. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Mélanie va me mettre un petit mot dans le chat. On va attendre une petite minute encore, voir si d'autres participants arrivent et nous allons commencer. Alors, ça va être une session interactive. N'hésitez pas à me poser vos questions. C'est vraiment un temps d'échange et de discussion autour des défis quotidiens que vivent les primo-parents. Et en réalité, ça peut concerner même les parents qui en sont à leur 2e ou 3e enfant parce que les défis finalement restent les mêmes. Mais quand on y est confronté pour la première fois, c'est vraiment quelque chose qui peut nous bouleverser ou parfois on va avoir besoin d'accompagnement. Donc voilà. Ok, Mélanie me dit que c'est nickel, vous voyez bien l'écran. Donc du coup, je vais me remettre face à vous pour que ce soit plus sympa pour démarrer. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, voir si d'autres participants nous rejoignent. Et en attendant, voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Élodie Molossa, je suis coach en développement personnel et donc je suis en collaboration avec ma bonne fée sur toutes les questions de parentalité, conciliation des temps de vie, ce pourquoi on est connecté aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat voilà, d'où vous nous suivez et est-ce que vous êtes primo parents? Écrivez-moi un petit mot dans le chat. Je vois qu'il y a... qui avons-nous? On a Julie et Vincent. Voilà, voilà. Bienvenue Julie, bienvenue Vincent de Rennes et futurs parents. Alors, c'est super que vous soyez connectés avec nous. Alors, c'est super que vous soyez connectés avec nous. Parce que vous allez apprendre des choses assez intéressantes. Et n'hésitez pas, Vincent, à me poser des questions. Alors, je crois que Julie m'a écrit quelque chose. Ok, j'ai découvert ce webinaire bien ma mutuelle. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. J'habite à Aix-en-Provence. Ok, ben merci Julie de vous être connectée. C'est très intéressant. Vous allez voir ce qu'on va voir ensemble là. Je vais tout de suite partager ce PowerPoint. Vous allez voir. Hop, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Donc voilà, primo parents, les défis quotidiens.
Hop. Alors, qu'est-ce que moi j'ai voulu dire dans cette session de coaching? C'est que devenir parent, c'est une expérience merveilleuse. Julie le sait et Vincent va le découvrir. Mais elle emmène aussi parfois de nombreux changements dans la vie quotidienne. Il va y avoir un nouveau rythme, de nouvelles habitudes, une nouvelle organisation. Et donc, on va parler ensemble de ces défis auxquels on fait face en tant que parents. Et on va essayer de trouver ensemble un équilibre de vie. On va voir ce qu'on peut mettre en place pour trouver un équilibre de vie. Donc, quels sont ces défis? Déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est à quel défi faites-vous face? Donc, Vincent, vous n'êtes pas encore concerné, quoique peut-être que vous avez déjà des vraies questions qui se posent à vous. Et puis, Julie, vous pouvez mettre dans le chat, par exemple, ce qui peut être un défi en ce moment pour vous, en tant que maman d'un petit garçon de 2 ans, qu'est-ce qui est difficile à vivre? Et puis, moi, je vais quand même avancer et vous dire que, premièrement, la sphère familiale va être impactée par l'arrivée de ce bébé ou de ces bébés quand on accouche du jumeau. On va devoir redéfinir le cercle familial. Chacun va devoir trouver sa place. La maman, le papa, le bébé. Et ça, c'est un point très important parce que quand un enfant arrive dans une famille, eh bien, il bouleverse même la typologie de la famille, il bouleverse les habitudes. Chacun va devoir trouver sa place. On a des mamans qui vont faire le choix d'allaiter. Donc, dans les premiers mois, quand la maman allaite, eh bien, le papa se sent parfois un peu en dehors voilà, de cette relation qui est très, très particulière entre la maman et le bébé à ce moment-là, mais il va pouvoir trouver sa place autrement. Puis parfois, il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec le fait de changer, par exemple, des bébés ou de les laver, ils ne sont pas encore à l'aise. Les bébés sont tout petits. Il faut vraiment se sentir à sa place. Il faut vraiment petit à petit, se dire ça, je peux le faire, ça, je suis moins à l'aise, etc. Et la mère aussi est là pour ça. C'est vrai que dans les premiers mois de vie, parce qu'en fait, effectivement, je suis coach en développement personnel, mais je suis aussi directrice de crèche depuis 14 ans. Donc, c'est un domaine que je connais très, très bien. Dans les premiers mois, jusqu'aux 3-4 mois de l'enfant, le bébé et la maman sont encore dans une osmose et dans une fusion totale parce que le bébé ne se différencie pas encore du corps de sa maman. Donc, il y a vraiment cette symbiose entre le bébé et la maman et donc le papa ou, par exemple, la deuxième maman pourrait vraiment se sentir un petit peu en dehors du cadre, en dehors de cette bulle, en dehors de cette sphère. Donc, chacun doit trouver sa place. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut se laisser le temps. Il faut être souple avec l'un, avec l'autre. L'arrivée d'un bébé, ça appelle vraiment à beaucoup d'émotions. Ça peut changer une personnalité. Ça peut faire naître aussi beaucoup de peur chez l'un des deux parents ou chez les deux. Donc, en fait, trouver sa place, ça va être important. Et puis, très rapidement, on va devoir s'accorder sur les choix éducatifs pour vivre une coparentalité réussie. Et les choix éducatifs, ben voilà, c'est par exemple, je veux allaiter, non, moi je veux que tu allaites, non, moi je veux pas que tu allaites. Par exemple, je veux que l'enfant, même dès tout petit, aille passer une journée, un week-end chez ma mère. Ah ben non, moi je veux pas, je trouve qu'il est trop petit, je veux d'abord le garder, j'ai pas le courage de me séparer là maintenant tout de suite. Donc en fait, toutes ces questions vont très très vite arriver. Est-ce qu'on va voir un médecin? Est-ce qu'on va voir un pédiatre? Est-ce qu'on va au centre de santé? Ou est-ce que, voilà, toutes ces questions vont arriver très, 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 très vite. Julie, vous le savez déjà. Et donc, c'est un véritable défi. D'ailleurs, quand on est aussi parent célibataire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en couple, en fait, qu'on ne fait pas face à ces défis et à ces questions. Et puis, il va y avoir aussi la comparaison avec les autres parents. Et c'est une question qui se pose dès le début et puis tout au long de la vie, finalement, de l'enfant, parce que vous allez toujours avoir en miroir les autres, la façon de faire des autres, les habitudes des autres, le choix des autres. Ce qui est important, c'est que vous fassiez vos choix à vous. C'est très, très important. Parce que il faut que votre enfant il soit élevé dans un cadre sécurisant, dans une atmosphère dans laquelle il est bien et dans lequel vous allez vous reconnaître en tant que parent, vous allez vous découvrir en tant que parent
Et c'est vrai qu'on peut prendre exemple, mais il faut faire attention de ne pas se comparer. Ah bah tu vois, lui, il met son bébé comme ça, moi je trouve que c'est bien. Bah, nous, on ne fait pas comme ça, c'est pas bien. Bah, regarde, j'ai une collègue, elle fait ça, tu devrais faire pareil, parce que je pense que ta méthode, elle n'est pas bien. Il faut faire très attention dans les premiers mois de vie. On est très sensible parce qu'on va vite être remis en question dans ses choix parentaux, dans ses choix d'éducation, dans sa manière de faire, dans sa méthodologie. Donc, voilà, il faut faire attention à ne pas se comparer aux autres parents. Et ça peut vraiment apporter de la discorde dans le couple. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, en plus éducatrice de jeunes enfants, directrice de crèche. Bon, ben voilà, je n'étais pas toujours d'accord avec mon mari sur voilà, la manière d'élever notre fils ou de la manière de faire, par exemple. Et donc, du coup, faut voilà, discuter et faire attention à bien écouter l'autre, à prendre le temps de communiquer, et puis prendre une décision qui va à tout le monde. Puis après, on affronte, par exemple, les premières maladies. La première fois qu'un bébé a de la fièvre, voilà, en tant que parent, on panique, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, les vraies maladies, en fait, il arrive que voilà, il y ait des situations particulières avec des bébés pour lesquels on découvre des maladies chroniques, des malformations, etc. Et c'est un défi en tant que parent où on va devoir être solide, avoir un couple qui tient la route pour pouvoir faire face à ce défi-là. Il y a également la gestion du temps et l'organisation familiale. Quand on a un bébé qui arrive, le temps n'est plus le même. La notion de temps n'est plus la même que quand on est tout seul et qu'on dit tiens, je rentre, je rentre du travail, je me pose un peu pour me reposer. Et puis après, là, c'est plus possible. Là, en fait, c'est le bébé, c'est l'enfant qui rythme maintenant la vie de ses parents. Donc, il faut se poser aussi, réfléchir à comment on va pouvoir réorganiser la vie familiale en maintenant sa vie de couple, en s'accordant du temps pour soi. C'est très, très, très important, que ce soit pour le papa, pour la maman, ou quelle que soit la composition du couple. Pour les deux, en tout cas pour les deux parents, c'est important de s'accorder du temps parce que quand on a un bébé qui ne dort pas, c'est aussi un défi. Quand on a un bébé qui ne dort pas de la nuit et que ça fait 4-5 mois que vous n'avez pas fait une nuit complète, c'est très compliqué. Les nerfs sont mis à rude épreuve et en fait, il faut voilà, être dans une conciliation avec son conjoint en disant écoute, tu n'as pas dormi cette nuit, dors, moi je vais m'occuper du petit, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai souvent entendu en l'occurrence des papas, me dire bah oui, mais elle est à la maison, moi je travaille, c'est plus compliqué. Mais je peux vous assurer que quand vous n'avez pas dormi de la nuit et que dans la journée, vous devez vous occuper d'un bébé, c'est très difficile parce que vous n'avez pas dormi, parce que vous êtes moins patient, très fatigué. On peut être amené à faire des erreurs, à mal composer un biberon, à donner pas les bons médicaments parce qu'en fait, on n'a pas dormi. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas, qu'on est en congé parental, par exemple, ou en congé paternité ou maternité, que c'est plus simple parce que oui, dans la journée, tu peux dormir et puis des fois, on a des bébés pour qui c'est compliqué. D'accord? Et puis, le partage des tâches, c'est aussi un défi parce que selon la manière dont est composé, enfin, selon la manière dont le couple voilà, vit, voilà, des fois, il y a un partage de tâches qui est parfait. Des fois, on a des conjoints qui vont dire, écoute, moi, je vais tout gérer pour que tu puisses t'occuper du bébé et être bien. Mais souvent, on a des mamans voilà, qui sont vite en surcharge mentale parce que le poids de l'arrivée de cet enfant, la charge mentale de l'arrivée d'un enfant est réelle. Il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il soit bien, il faut l'emmener chez le médecin. Et toutes ces questions-là qui tournent dans la tête en permanence, qui fait que des fois, on peut même oublier de faire le repas, on peut laisser le repas cramer, on peut ne pas du tout avoir la force physique même de faire le ménage, etc., de faire les courses, ça devient épuisant. Donc, à chaque fois, il va falloir aller chercher des solutions pour faciliter l'arrivée de ce bébé. Donc, on va avoir tendance, parce que c'est humain, de dire à l'autre, ouais, mais moi, je voulais que tu fasses ça, je voulais que tu fasses ça, j'ai besoin que tu fasses ça, être un peu dans le reproche. On a on a besoin que l'autre nous aide, que l'autre nous soutienne. Et puis, voilà. Et donc, après, on se sent mal dans le couple parce qu'il y a des reproches. Je pense, et là, c'est vraiment en tant que coach, qu'on voit une situation compliquée,
C'est OK, là, j'ai vu que je ne t'ai pas soutenu ou que tu avais besoin de ça et tu ne l'as pas eu. Comment on fait demain? Qu'est-ce qui pourrait te faciliter la tâche? Tout de suite, se focaliser sur la solution en se basant sur les faits et sur les faits et sur la solution, très, très vite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et je vais le répéter pendant toute notre session, quand vous venez d'avoir votre bébé, que ce soit pour l'homme, pour le mari, pour la femme, quel que soit le conjoint, ça vous met dans une sphère émotionnelle assez importante. Et donc, du coup, si vous êtes au niveau des émotions, vous n'allez pas pouvoir bien gérer la situation. Il faut comprendre qu'une femme qui est accouchée, elle a un taux d'hormones assez important qui va vite chuter après qu'elle ait accouché et encore plus après qu'elle va arrêter d'allaiter et qu'elle va être dans un état de sensibilité, d'hypersensibilité. C'est un fait, c'est une réalité. Il y a des femmes pour qui ça se passe super bien. Il y a des femmes pour qui c'est mitigé. Il y a des femmes pour qui c'est très compliqué. Donc, il va falloir jauger en se disant, là, l'important, ce n'est pas de savoir qui a fait, qui n'a pas fait, c'est de trouver une solution. Ça, c'est vraiment les défis qu'on va trouver dans la sphère familiale. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, Julie ou Vincent? Le défi, ouais, parce que du coup, comme je ne voyais pas l'écran, Julie disait le défi être épanouie professionnellement et aussi en tant que maman. Ah, on va en parler, on est en plein dedans. OK, donc ce que je dis déjà, Julie, ça vous parle, c'est très, très bien parce que c'est une réalité en fait quotidienne. Donc, du coup, je continue. Hop. On va avoir des défis aussi dans la sphère sociale. Et ceux-là, ce n'est pas des petits défis. Il va falloir trouver un mode de garde. Parce que quand on a envie de rester, en fait, si vous faites le choix, enfin, déjà, avant de vouloir trouver le mode de garde, c'est faire le choix de est-ce que je prends un congé parental parce que j'ai envie de m'occuper de mon bébé ou est-ce que je travaille? Et donc, il va y avoir toutes les questions financières, on va faire les calculs, etc., etc. Puis, quand on a choisi de poursuivre sa vie professionnelle, donc de s'arrêter à un congé maternité ou paternité de, voilà, 3 mois, 4 mois, on peut prolonger selon les entreprises, on peut avoir plus de temps de congé. Il faut trouver le mode de garde. Est-ce que je prends une crèche? Est-ce que je prends donc une crèche collective? Est-ce que je prends une nounou, une assistante maternelle? Est-ce que je veux une micro-crèche parce que je veux bien la crèche, mais je ne veux pas que mon enfant soit dans une crèche où il y a 50, 60 enfants? Voilà. Est-ce que je vais être en garde partagée chez une nounou, mais un peu de collectivité, donc je veux qu'il y en ait plusieurs? Enfin, ça va être une vraie question. Il va y avoir aussi, donc on parlait des choix éducatifs. Mais après, il faut le trouver, du coup, il faut la trouver, la nounou. Hein, donc, c'est ça. Il faut trouver la nounou, il faut trouver la crèche, etc. Et puis après, il va y avoir le financement. Donc, ça va être un défi aussi parce que, bah, voilà, quand on a un bébé, ça a un coût. Voilà. Autre tout ce qui est alimentaire, vestimentaire, il va y avoir le coût des frais de garde. Quand vous êtes sur un choix de crèche municipale, une assistante maternelle qui est donc en crèche familiale, donc là encore, c'est sous le format municipal ou départemental, vous allez payer en fonction de vos revenus. Aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, on calcule sur l'année N-2. OK? Là, ça va. Ça va être par rapport à vos revenus. Mais si vous choisissez, par exemple, une crèche privée, comme on en connaît plein, Babylou, les petits chaperons rouges, etc., la crèche qui va être voilà, sur votre chemin pour aller au travail ou au sein de votre entreprise ou voilà, dans votre quartier, selon les crèches privées, on va demander à ce que votre employeur participe à hauteur de 6 000, 7 000, 15 000, 20 000 euros. Donc là encore, il va falloir aller se tourner vers son employeur en se disant, bah voilà, moi je veux inscrire mon enfant en crèche. Et donc ça, c'est une organisation, c'est aussi un sujet qui peut emmener beaucoup de stress parce qu'en fait, ben voilà, le congé maternité, le congé parental, il n'est pas non plus indéfini. Donc à un moment donné, il faut retourner au travail. Et quand une femme accouche, par exemple, au mois de février,
et qu'elle veut une place pour le mois d'avril, mai, juin, c'est très, très rare. C'est un défi majeur. Donc, faire une entrée, par exemple, je le dis en tant que directrice de crèche, une entrée en crèche collective au mois de juin, c'est rarissime. Rarissime. Les commissions d'attribution des places en crèche ont lieu généralement en avril, mars, avril, mai, pour une rentrée en septembre. Sauf si vous êtes en crèche, par exemple, privée, là, on peut faire souvent des entrées, voilà, un petit peu tout au long de l'année, si la crèche, bien sûr, n'a pas son effectif complet. Donc, voilà. Puis après, vous allez avoir toutes les formalités administratives auprès de la CAF. Si vous recrutez, par exemple, une babysitter, une nounou à domicile, vous allez donc devoir la rémunérer, lui faire des fiches de paye, payer l'URSSAF, etc. Ce sont aussi des démarches, voilà, qui sont, pour certains parents qui n'ont pas la fibre administrative, qui vont être vraiment hyper compliquées à gérer. Maintenant, il y a les chèques CESU qui permettent d'avoir une facilitation des démarches pour rémunérer son prestataire de service. Et puis après, sur toujours cette sphère sociale, on va avoir la question de l'égalité homme-femme qui va très, très vite arriver. Dans, par exemple, comment dire, le domaine administratif ou même au travail, où on va toujours s'attendre à ce que ce soit la maman qui emmène son bébé chez le médecin, ou quand la crèche vous appelle pour vous dire « Ah ben voilà, votre enfant est malade, il faut venir le chercher », un papa qui se sent très concerné, qui est très investi. Pour lui, la parentalité, sa paternité, c'est très important. Il a une valeur forte, en fait, familiale. Il veut systématiquement être celui qui est appelé pour aller chercher son enfant. Au travail, ah ben ouais, pourquoi ta femme, il n'y va pas, etc. Donc, tout de suite, on va sentir voilà, ce sujet c'est plus aux femmes d'y aller qu'aux hommes. Il y a des fois des pères de famille qui sont très mal à l'aise parce qu'en fait, si c'est 2 fois de suite eux qui vont chercher leurs enfants, ils ont des remarques au travail. Donc, ça fait appel à tous les stéréotypes et à toutes les idées préconçues pour lesquelles, justement, aussi, avec ma bonne fée, en fait, on communique beaucoup sur ces sujets-là parce que ça nous semble important qu'il y ait cette égalité homme-femme, qu'un papa qui a envie de s'investir dans la vie de son enfant, il puisse le faire sans prendre le risque de se voir prendre une remarque et donc, du coup, de se priver de ce moment d'aller chercher son bébé malade à la crèche ou à l'école. Et puis, comprendre le fonctionnement des institutions, comprendre comment fonctionne une municipalité, comment je fais mon inscription à la crèche. Je dois d'abord passer par le service petite enfance, mais avant cela, il va falloir que ma femme fasse sa déclaration de grossesse. On découvre tout ça. Le fonctionnement de la CAF, pourquoi est-ce que certains ont l'allocation, la prestation d'accueil du jeune enfant par la CAF et d'autres ne l'ont pas. Ouh là 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 là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et je le note donc juste après, donc sur mon PowerPoint, la surabondance d'informations sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur la question de la vaccination, toutes les questions médicales, sur les questions de financement, sur toutes les questions justement concernant les prestations, la CAF, etc. Beaucoup d'informations. Et puis moi, je sais que quand je suis devenue maman, ouh là là, j'en avais plein la tête et puis je ne comprenais pas tout ce qui était dit. Il fallait que je parle avec des amis à moi qui avaient eu des enfants avant moi pour comprendre. Et donc, dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour trouver pour avoir toutes les réponses à vos questions. Et c'est de cette manière-là que vous allez mieux vivre votre parentalité. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui nous avait rejoint. Donc, je ne vois pas qui c'est, mais je vous souhaite la bienvenue. Et puis, d'autres défis, alors là, Julie en parlait, c'est les défis qui sont liés à la sphère professionnelle. La prise du congé maternité, paternité, parentale ou le temps partiel quand après on a son bébé qui est né et qu'on a envie de prendre un temps partiel, qu'on soit père ou mère d'ailleurs, c'est un vrai sujet sur le lieu de travail. J'ai des professionnels, donc je travaille en crèche, et mes professionnels viennent en me disant, ben voilà, moi, je veux prendre un temps partiel pendant 3 ans. OK. C'est une vraie question puisque du coup,
l'absence de ma professionnelle, si elle prend un 80%, c'est-à-dire elle n'est pas là une journée par semaine, va avoir un impact sur le travail, sur l'organisation, sur l'équipe. Donc, c'est une véritable question qui peut des fois générer du stress chez la personne qui souhaite bénéficier de cela, parce que c'est de droit. Et donc, en fait, il faut sortir de cette culpabilité, de se dire j'abandonne mon équipe, vous venez d'avoir un bébé, vous avez besoin de passer du temps avec votre bébé, c'est important d'investir dans l'éducation de votre enfant, donc vous avez envie de passer du temps avec lui, c'est normal. Mais dans la sphère professionnelle, ça peut poser problème quand on est dans une entreprise qui n'a pas encore bien développé tout l'accompagnement et le soutien à la parentalité, ou qu'on a un manager qui, par exemple, n'a pas d'enfant, donc ne comprend pas du tout cette question ou voilà, un manque d'empathie, puisqu'on a des managers qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont tout à fait dans l'empathie avec leurs collaborateurs et qui comprennent absolument le fait d'avoir besoin de poser, de prendre un temps partiel. Il va y avoir aussi les horaires de travail atypiques. Si vous travaillez dans la restauration, si vous êtes dans le tourisme, hôtesse de l'air, steward, ben voilà, être parent quand on est dans le tourisme, c'est compliqué parce qu'en fait, on peut ne pas voir son bébé pendant 3 jours parce on fait des vols long courriers. Comment ça se passe? C'est un véritable défi. Il y a donc des choix professionnels à faire. Est-ce que je demande un aménagement d'horaire? Est-ce que je continue comme ça? Toutes ces questions-là, on se les pose. Et puis, les déplacements professionnels pour certaines catégories de métiers où voilà, le parent est amené à se déplacer. Et bien voilà, de la même manière que sur le sujet d'avant, est-ce que je continue à me déplacer? Est-ce que je laisse ma femme ou mon mari tout seul? Alors, c'est un sujet important quand c'est l'homme, le père qui se déplace. Mais quand c'est la maman, ça en est un autre encore. Et on en parlait sur la sphère sociale, l'égalité homme-femme. Parce qu'on va tout de suite se dire, mais c'est la maman qui part en déplacement, par exemple, toutes les semaines pendant 48 heures. Bon, alors voilà. Et moi, je l'ai déjà entendu en crèche de la part de mes équipes. Ah, Élodie, tu sais, cette maman-là est souvent en déplacement. Enfin, c'est la mère quand même. Oui, et alors, c'est pas parce que je suis maman que c'est moi qui ai porté le bébé que je ne peux pas vivre et m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, les aspirations professionnelles, justement, quand on a des projets, quand on a un but, on veut monter une entreprise ou qu'on aspire à avoir un poste plus important, ça nous demande d'être présent sur notre lieu de travail, de donner de notre temps, de notre énergie, etc. Bon, c'est aussi un défi parce que je suis parent, mais je suis aussi salarié ou je suis aussi chef d'entreprise et voilà, j'ai besoin aussi de me réaliser. Et puis, comme autre défi, il va y avoir le retour sur le lieu de travail qui va donc majoritairement, bien entendu, concerner les femmes qui vont, elles, porter le bébé, être en congé prénatal et puis après en congé maternité pendant 2 mois et demi en France, mais qui vont parfois prolonger pour avoir un congé d'allaitement, qui vont parfois prolonger parce que le bébé est malade. Et après, on n'a pas été donc sur son lieu de travail pendant parfois, c'est très peu de temps. Il y a des femmes qui ont la valeur travail très, très forte. Elles n'ont pas pris de congé prénatal. Elles se sont absentées pendant 2 mois. Elles veulent revenir travailler parce qu'elles ont trouvé une solution de garde pour leur bébé. Donc voilà, elles reviennent vite. Et puis, il y a des femmes pour qui, voilà, elles ont eu du mal à se détacher de leur bébé. C'est compliqué. Moi, je me suis absentée 4 mois et demi. Quand on revient sur son lieu de travail, il faut se réaccommoder. Parfois, vous avez un collègue ou un collaborateur qui a pris votre place ou qui a absorbé vos tâches et vos missions. Donc, il faut retourner au travail, reprendre ses missions, reprendre ses tâches, répartir à nouveau. Et ça peut être aussi source de stress. Donc, pour cela, souvent, dans beaucoup d'entreprises, le manager, le N+1, organise un entretien de reprise d'activité pour faire un état des lieux de ce qui a été fait pendant l'absence du salarié, dire voilà, on en est là, telle personne a pris ton poste ou ta place, etc. Voilà ce que je te propose. Et c'est aussi un défi parce que c'est source de stress pour le salarié, pour sa vie de parent.
hein, parce que voilà, lui, il n'était pas là et puis je reviens et quelqu'un a pris ma place. Ça peut être très difficile à vivre. J'ai parfois rencontré des femmes qui, pendant leur grossesse, savaient qu'elles allaient être remplacées. Elles ont accouché, on leur a dit à quelqu'un, parce que les collègues, leur donnaient des nouvelles, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Je ne te dis pas comment tu vis tes semaines avant la reprise du travail. C'est angoissant. En fait, c'est angoissant de savoir qu'il y a quelqu'un et que peut-être que tu ne vas pas retrouver ton poste parce que, non pas que tu ne faisais pas du bon travail, tu faisais de l'excellent travail, mais la personne qui est là, elle fait aussi très bien le job. Et puis, voilà. Le manque de souplesse de l'entreprise ou du manager, j'en ai parlé déjà un petit peu précédemment. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas encore cette culture du soutien à la parentalité, de l'accompagnement du parent salarié. Et donc, du coup, parfois, il y a un manque de compréhension, de communication, d'empathie sur les problématiques qui sont liées aux salariés parents. Et puis, bien entendu, l'épuisement professionnel, parce que comme je le disais, vous êtes parents, mais vous êtes également des salariés. Et donc, quand on est salarié à des postes à responsabilité, souvent, pas que, mais surtout quand on est à des postes à responsabilité, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Ou alors, quand vous êtes dans des services où il y a un manque d'effectifs, vous vous retrouvez à absorber les missions de vos collaborateurs. Et dans ces moments-là, vous pouvez être épuisé, être au bord du burn-out, arriver à la maison et être en incapacité de vous occuper de votre enfant. En tant que directrice de crèche, j'ai eu plusieurs mamans dans cet état-là qui n'arrivaient plus du tout à s'occuper de leur bébé parce que leur vie professionnelle était très importante. Et ça, c'est un choix. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est très important pour elles, leur carrière. Et donc, du coup, quand elles arrivaient à la maison, elles n'avaient plus de jus. Donc, le mari doit compenser, ou le conjoint ou la conjointe doit compenser. Et là, ça peut être très, très difficile à vivre. Le couple va avoir besoin d'aide, de soutien. On va en parler là. Donc, en réalité, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il faut trouver le bon équilibre. Il n'y a que ça. Il ne faut pas se culpabiliser, pas culpabiliser l'autre, pas se culpabiliser, surtout quand on est parent solo. On fait ce qu'on peut. On ne naît pas parent, on le devient. Et même aujourd'hui, avec un petit garçon de 7 ans, tous les jours, je fais des boulettes. Donc, vous en ferez aussi. Je vais pas toujours être à la hauteur parce que je suis un être humain, que j'ai mes moments où ça va, où j'ai mes moments où ça va moins bien. Au travail aussi, il y a de la pression, des choses à faire. Donc, en fait, il faut trouver le bon équilibre dans la sphère professionnelle, en tant que parent, en tant que personne individuelle aussi. Trouver mon équilibre de vie à moi. Je suis une femme, je ne suis pas qu'une épouse, une mère, une directrice de crèche, je suis aussi une femme et j'ai besoin de trouver du temps, de m'accorder du temps pour moi. Et puis, il y a aussi la sphère professionnelle qui est importante et la sphère sociale, être en relation avec ses amis, sa famille élargie, etc. Donc, comment trouver le bon équilibre? Eh bien, concernant la sphère familiale, il faut prendre le temps de communiquer. Communiquer avec vos parents, oncles et tantes, frères et sœurs, si vous avez de la famille qui vit dans la même région que vous, en disant ce par quoi vous passez en ce moment et puis comment est-ce que vous allez avoir besoin d'être aidé. Bien communiquer, bien entendu, avec son conjoint. C'est très important de dire, voilà, tu sais, moi j'ai envie de faire ça. Je vois que le bébé, en ce moment, est un peu dans cette tendance et je me disais que peut-être on pouvait essayer de… Voilà, on communique. Je le dis tout le temps dans toutes mes sessions de coaching. En anglais, communication is the key. La communication, c'est la clé. Et puis, donc, je vous disais, se faire aider, se faire accompagner, se faire aider par un prestataire de service. Si, par exemple, vous êtes dans un couple où le conjoint n'est pas du tout pro-ménage, comme c'est mon cas. Mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui fait le ménage. Ce n'est pas un problème. Moi, je fais le ménage, mais quand je suis vraiment fatiguée, que j'en peux plus, je fais appel à une femme de ménage qui va venir faire le ménage à la maison. Ça ne doit pas être un sujet de conflit, parce que sinon, vous n'allez pas bien vivre votre parentalité. Alors, bien entendu, ce sont des frais à voir si ça peut s'intégrer, s'insérer dans votre budget mensuel. D'accord? Mais se faire aider par un médiateur, par un coach,
par la directrice de la crèche de votre enfant, par voilà, un psychologue si des fois voilà, vous y voyez plus clair du tout, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez besoin de poser des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, ou même au sein de votre entreprise. Par exemple, Ma Bonne Fée est typiquement une entreprise qui accompagne les parents dans leur parentalité, mais aussi dans leur vie professionnelle, à concilier vie pro, vie perso. Donc, vous avez toujours à votre portée des choix que vous pouvez faire pour vous faire accompagner dans cette période de vie qui est une période de vie qui est très sensible. Déterminer ses priorités. Quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que, peu importe, vous déterminez vos priorités. Quelles sont les priorités du papa, de la maman, de maman 1, de maman 2, de papa 1, de papa 2, peu importe. Chacun doit définir ses priorités pour que l'autre sache un petit peu aussi sur quel pied danser. Et puis, ça va vous aider à harmoniser vos choix, à vivre une coparentalité épanouie, etc. Et puis, surtout, apprendre à lâcher prise. Et là, je m'adresse, bien entendu, la plupart du temps aux mamans. On se met beaucoup de pression. On vit dans une société où il faut que tout soit parfait. Il faut que nos enfants fassent plein d'activités. Il faut leur faire tout un tas de choses et en même temps acheter tout un tas de choses et que la maison soit propre et savoir être une compagne au top. Et au travail, il faut être la collègue parfaite, celle qui fait des heures sup sans trop rien dire parce que voilà, qui finit ce dossier dans les temps et même avant les temps. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile à vivre au quotidien, mais vous devez apprendre à lâcher prise, à vous dire qu'est-ce qui est urgent là, maintenant, tout de suite. C'est pas grave si la maison n'est pas nettoyée. C'est pas grave si vous n'avez pas fait un super plat aujourd'hui et que ça fait 2 jours qu'on mange des pâtes. C'est pas grave. Donc, il faut vraiment déculpabiliser pour mieux vivre ces moments-là. Et puis, apprendre à s'organiser, à prévoir les choses à l'avance. Quand je reçois des parents dans mon bureau ben là, voilà, c'est la rentrée, on est encore en septembre, j'ai reçu 25 nouvelles familles. Et dans ces familles-là, il y a des mamans qui me disaient, Elodie, des fois la semaine, je ne sais pas quoi préparer, je n'ai pas envie que mon enfant mange des petits pots, et du coup, j'ai culpabilisé parce que j'ai acheté ça. OK, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire du fait maison. OK, et bien le samedi, vous prenez un samedi par mois et puis vous faites toutes vos purées. Et puis, une fois que vos purées sont froides, et ben, vous les mettez dans des bacs à glaçons et ça vous fait des purées maison. Et bien voilà, on trouve des solutions. C'est toujours ça qui va vous aider. Et puis surtout, ce que je mets donc là en rouge, être vigilant au moindre signe de fragilité. Comme je l'ai dit, voilà, accueillir un enfant dans une famille ou dans une vie, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi quelque chose qui peut amener beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'émotions. Et dès qu'on sent l'un ou l'autre des conjoints qui voilà, commence à s'épuiser, être fatigué, oublier des choses, eh bien, il faut y être vigilant et tout de suite apporter une solution de OK, repose-toi, pose-toi, prends 2 jours, va en week-end chez tes parents, je garde le bébé, va dormir, je m'en occupe, etc. Il faut s'aider, s'entraider ou encore une fois, faire appel à des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner de la meilleure manière. Par exemple, avec Ma Bonne Fée, on vous trouve une nounou qui va venir, une auxiliaire de puériculture qui va venir voilà, passer la nuit à votre domicile parce que ça fait 1 semaine que vous n'avez pas dormi et pour s'occuper de votre bébé pour que vous puissiez vous reposer. Donc, encore une fois, parce que le travail du coach, c'est de répéter, on trouve, on se focalise sur les solutions. Sur la sphère sociale, eh bien, c'est tout simplement bien se renseigner. Plus vous allez vous renseigner sur ce qui existe, ce qui est possible, les prestations, comment fonctionne la CAF, comment fonctionne une crèche municipale, comment fonctionne une crèche privée, plus ça va être simple pour vous, ça va moins être une source de stress, moins ça va être un défi pour vous à relever. Mais surtout, il faut être clair avec ses valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? En coaching, on dit qu'une valeur, qu'un être humain est régi de manière générale par une dizaine de valeurs qui l'animent au quotidien. Les valeurs, vos valeurs sont votre colonne vertébrale psychique. Vous avez la valeur travail, la valeur famille, la valeur bien-être, la valeur communication, la valeur partage. C'est vos valeurs. Donc, quand vos valeurs, elles sont claires, eh bien, vous allez faire des choix clairs. Par exemple, pour déterminer si mon enfant, je le mets en crèche ou en nounou,
si vous êtes de nature inquiète et pour vous, vous voulez juste que votre enfant il soit pris en charge, lui tout seul, forcément, vous allez opter pour une assistante maternelle. Mais si vous avez la valeur collectivité, partage, échange, vie de groupe, etc., forcément, vous allez vous tourner vers le choix d'une crèche collective. Eh bien, pour tous les sujets qui concernent l'éducation et tous les choix que vous allez devoir faire, vous allez vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Pour les choix éducatifs, c'est pareil. Si je mets mon enfant dans une crèche, dans une école, après, une fois qu'ils sont plus grands, ça va être le cas de Julie bientôt, vous avez un enfant de 2 ans qui va bientôt aller à l'école. Est-ce que je choisis une école privée? Est-ce que je choisis une école publique? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux que mon enfant apprenne? Dans quelles conditions je veux qu'il apprenne? Est-ce que vous voulez une école bilingue? Est-ce que vous choisissez une école publique, mais vous voulez le faire entrer dans une école extrascolaire le mercredi pour qu'il ait des activités un petit peu particulières? Voilà. Et tout ça est lié à vos valeurs. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui concerne la sphère professionnelle. Il faut repenser, réfléchir à la place que l'on accorde à sa vie professionnelle. Aujourd'hui, pour moi, Élodie, ma vie professionnelle est la priorité. Parce que comme Julie, j'ai envie de m'épanouir dans ma vie professionnelle. Donc, du coup, l'idée de refaire un deuxième enfant, par exemple, n'est pas d'actualité. C'est pas que le désir n'est pas là, mais c'est pas d'actualité. Où est-ce que je place ma vie professionnelle maintenant dans mon quotidien? Quelle part prend ma vie professionnelle dans mon quotidien? Aujourd'hui, elle prend beaucoup de place, plus de place que ma vie de maman et plus de place que ma vie d'épouse. Mais c'est un temps. Et je communique avec mon mari et avec mon fils de 7 ans en lui disant, bah, tu sais, en ce moment, maman, elle a beaucoup de travail. Elle est en train de développer son activité de coach et en même temps, elle est directrice. Donc, j'ai moins de temps à t'accorder, mais quand je t'accorde du temps, je t'accorde un vrai temps. On n'est que tous les deux. Maman n'a pas d'ordinateur, maman n'a pas de téléphone. Et bien entendu, je communique également avec mon mari. Et il faut surtout déculpabiliser. On a le droit d'avoir envie de se consacrer à sa vie professionnelle. Et ça ne fait pas de nous des mauvais parents. Pas du tout. C'est un choix pendant une période durée ou pas d'ailleurs. D'accord? Donc, il faut, par contre, au sein de votre entreprise, si c'est quelque chose qui est important pour vous, participer au développement de l'accompagnement des salariés parents. Vous avez une conseillère en prévention, vous avez un collaborateur, vous avez une direction des ressources humaines auprès de laquelle vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait une charte parentalité parce que j'ai besoin de passer du temps avec mon enfant et je ne veux pas que ça pose de problème à mes collègues qui n'en ont pas, pour le choix des congés, quelles que soient les choses dont vous avez besoin que votre entreprise vous propose. Ma bonne fée est présente dans beaucoup d'entreprises pour pouvoir, voilà, par exemple, sur la pause du déjeuner, proposer des sessions de coaching à leurs salariés qui ont besoin voilà, d'être accompagnés sur des thématiques parentalité, vie pro, vie perso, par exemple. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place pour vous accompagner dans votre vie professionnelle, dans votre vie de parent professionnel. D'accord? Donc, voilà, on a fait le tour du sujet. Je pense que j'ai été… Oui, il est 31, donc je suis arrivée à la fin donc, de la session. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage et me remettre face à vous. Hop, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être certains veulent savoir voilà, comment se débrouiller, comment avancer. On avait accueilli entre-temps Vinciane. Bonjour Vinciane. J'espère que vous avez bien profité de cette session. Ben voilà, apparemment, pas de questions. Donc, oui, alors Julie, ok. Ce n'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser quand on a une problématique de parentalité ou d'infos à trouver. C'est vrai. C'est vrai que cette question de l'accompagnement à la parentalité dans les entreprises n'est pas encore bien développée, mais vraiment, ça tend à se développer. Si c'est vraiment au sein de votre entreprise que vous sentez, voilà, vous vous sentez pas à l'aise sur ces questions-là ou le fait de devoir prendre des congés ou toutes ces choses-là, c'est vraiment la direction des ressources humaines qui est là, parce que c'est vraiment dans le code du travail, pour prendre soin de ses salariés.
et donc de la santé de ces salariés. Et si, par exemple, vous commencez un peu à déprimer, etc., parce que vous avez du mal à allier, à concilier vie pro, vie perso, votre employeur, il est censé pouvoir vous accompagner sur cette question. Voilà. Après, il faut, si au sein de l'entreprise, ça n'existe pas, vous pouvez faire appel à des institutions, des organismes extérieurs. Il y a plein d'associations qui accompagnent les parents sur ces questions-là. Ma bonne fée, voilà. Enfin, je veux dire, il y a voilà, se tourner vers son médecin, c'est important aussi. Où c'est des cellules d'écoute. En fait, normalement, dans chaque ville, vous avez le CCAS. Et puis, quand voilà, on est, donc c'est le centre d'action communale en fait de votre collectivité territoriale. Eh bien, vous pouvez vous adresser à quelqu'un en disant voilà, en ce moment c'est compliqué avec mon bébé, j'y arrive pas. Ou si vous avez déjà un enfant en crèche, vous adressez à la directrice de la crèche qui va vraiment vous aider à trouver des solutions. Donc en fait, il y a plusieurs sources vers lesquelles vous pouvez vous tourner au sein de votre entreprise, au sein de votre municipalité, au sein de l'école ou de la crèche, ou de manière tout à fait personnelle. Voilà, la PMI, absolument, 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 qui est un partenaire très, 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 très important. Donc, voilà. En tout cas, on arrive sur la fin de notre session. J'espère que ça vous aura un peu aidé en tant que parent, voilà, de remettre un peu des mots sur les choses que l'on peut traverser en tant que parent et aussi en tant que professionnel, et que ça vous aura, et que vous aurez eu voilà, des clés. Je ne sais pas s'il y a un petit questionnaire à la fin, je vais voir. C'est possible qu'on vous envoie un petit questionnaire pour savoir comment vous avez trouvé la session, si ça vous a bien voilà, aidé dans toutes ces questions de parentalité. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.